À l'hôpital, le milliardaire entendit un cri désespéré. « S'il vous plaît, sauvez mon frère. » Il se retourna et vit une pauvre petite fille de seulement 7 ans tenant son petit frère malade. Ce qui se passa ensuite choqua tout le monde. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Et si vous croyez aux secondes chances, laissez un like pour nous soutenir. Profitez de l'histoire. Antoine Dubois avait vu l'intérieur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière plus de fois qu'il n'aurait voulu l'admettre. À 32 ans, son style de vie exigeant de milliardaire de la tech signifiait que les bilans de santé réguliers n'étaient pas négociables. Son assistante avait programmé cette visite des semaines auparavant et, malgré la montagne de réunions qui l'attendait à son bureau du centre-ville, il était là, assis dans la salle d'attente stérile, faisant défiler ses emails sur son téléphone. C'est alors qu'il l'entendit. « S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide, mon frère. Il a besoin d'un médecin. » Antoine leva les yeux. Debout, au milieu du hall des urgences, se trouvait une toute petite fille, pas plus de 7 ans. Ses vêtements usés et sales, ses cheveux sombres emmêlés. Mais ce qui fit s'arrêter Antoine, c'est ce qu'elle portait dans ses bras maigres. Un petit garçon, peut-être 3 ans, pâle comme un fantôme, son petit corps mou contre son épaule. « S'il vous plaît. » La fillette pleura de nouveau, sa voix se brisant. « Il est si malade. Je n'ai pas d'argent, mais s'il vous plaît, ne le laissez pas mourir. » Le personnel de l'hôpital se précipita vers elle, mais Antoine était déjà sur pied, son téléphone oublié. Il regarda les infirmières prendre doucement le petit garçon de ses bras et se hâter à travers des portes battantes. La fillette essaya de suivre, mais un agent de sécurité l'arrêta. « Non, Pierre, je dois rester avec Pierre », cria-t-elle, des larmes coulant sur ses joues sales. Le cœur d'Antoine se serra. Quelque chose dans cette scène perça l'armure qu'il s'était forgée au fil d'années de transactions impitoyables. Il s'approcha lentement. « Hé !» dit-il doucement, s'agenouillant à sa hauteur. « Comment t'appelles-tu » La fillette le regarda avec de grands yeux terrifiés. « Léa » chuchota-t-elle. « Léa Martin, c'est mon frère Pierre. Il n'a que 3 ans. Il est tout ce qui me reste. »« Tout ce qui te reste » Antoine sentit sa gorge se nouer. Léa renifla en s'essuyant le nez avec le dos de sa main. « Nos parents ? Ils sont morts dans un accident de voiture il y a 6 mois. Il n'y a plus que Pierre et moi maintenant. Mais il est tombé malade et je ne sais pas quoi faire. J'ai essayé de m'occuper de lui, mais il ne fait qu'empirer. Et la dame du foyer a dit qu'il avait besoin d'un hôpital. Mais je n'ai pas d'assurance ou d'argent ou... »« Calme-toi, » dit doucement Antoine. « Vous vivez dans un foyer ?» Léa hocha la tête tristement. « On n'a nulle part où aller. Mais Monsieur Dubois... » Elle lut son nom sur le badge de visiteur qu'il portait. « Je ferai n'importe quoi. Je travaillerai, je nettoierai, je donnerai tout ce que j'ai. Juste, s'il vous plaît, ne laissez pas mon petit frère mourir. Il est tout ce que j'ai dans ce monde. » Antoine sentit quelque chose se briser en lui. Cette petite fille, cette minuscule enfant de 7 ans, essayait de négocier comme un adulte désespéré. Depuis combien de temps portait-elle ce fardeau seule? Un médecin sortit des portes battantes, le visage grave. Antoine se leva instinctivement, posant sa main sur l'épaule de Léa. « Vous êtes de la famille ?» demanda le médecin à Léa. « Je suis sa sœur, » dit rapidement Léa. « Je suis sa seule famille. » Le médecin s'agenouilla. « Léa, ton frère est très malade. Il a une leucémie lymphoblastique aiguë. C'est un type de cancer qui affecte le sang et la moelle osseuse. Il a besoin d'un traitement immédiat. » Mais il hésita, regardant son presse-papier. « Sans assurance ni accord de paiement, je crains que... je vais payer. » S'entendit dire Antoine. Les mots sortirent avant que son cerveau ne puisse suivre. Quoi qu'il lui faille, considérez que c'est réglé. Le médecin leva les yeux, surpris. « Monsieur, comprenez-vous ce que vous proposez? Le traitement pour cette condition peut coûter des centaines de milliers d'euros au cours des prochaines. » « Je comprends parfaitement. » L'interrompit Antoine, sa voix ferme. Il sortit son portefeuille et tendit sa carte de crédit Platinum. « Faites tous les tests nécessaires. Engagez les meilleurs oncologues. Commencez le traitement immédiatement. L'argent n'est pas un problème. » Léa le regarda comme s'il était descendu du ciel. « Vous êtes sérieux ?» Antoine baissa les yeux vers son visage taché de larmes et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Un but au-delà des marges de profit et des cours de la bourse. « Je suis très sérieux. Ton frère va recevoir les meilleurs soins possibles. » Tandis que le médecin s'empressait de prendre les dispositions nécessaires, Léa jeta ses bras autour de la taille d'Antoine, sanglotant dans son costume coûteux. « Merci, merci, merci. » Antoine lui tapota maladroitement le dos,
ses propres yeux piquants de larmes inattendues. Il n'avait pas pensé à sa petite sœur depuis des années. Il ne s'était pas permis de se souvenir de la nuit où elle était morte, parce qu'il ne pouvait pas payer le traitement dont elle avait besoin. Il n'avait que 10 ans, impuissant, la regardant s'éteindre. Il jura alors qu'il ne serait plus jamais impuissant. C'est pourquoi il s'était battu pour arriver au sommet, avait bâti son empire, était devenu l'Antoine Dubois dont le nom apparaissait sur les listes de Forbes. Et maintenant, il y avait une autre petite fille, un autre enfant malade, une autre chance. Une infirmière s'approcha avec des papiers. « Monsieur Dubois, nous allons avoir besoin de quelques informations. Êtes-vous le tuteur légal de ces enfants ?» Antoine fit une pause. Il ne savait rien de ses enfants, à part ce que Léa lui avait dit au cours des 10 dernières minutes. « Je suis un ami de la famille. J'aide dans une situation difficile. » Alors que l'infirmière s'éloignait avec ces informations, Antoine regarda Léa, qui était maintenant assise sur une chaise en plastique, balançant nerveusement ses jambes, ses yeux fixés sur les portes où ils avaient emmené Pierre. « Léa, dit-il doucement, s'asseyant à côté d'elle, « parle-moi de tes parents. » « Que s'est-il passé ?» La lèvre inférieure de Léa trembla. Il rentrait de la fête de l'entreprise de papa. Un camion a grillé un feu rouge et les a percutés. Ils sont morts sur le coup. C'est ce que la police a dit. Papa travaillait comme ingénieur quelque part dans le centre. Maman restait à la maison avec nous. « Je suis désolé, dit Antoine. Et il l'était vraiment. Après leur mort, l'aide sociale à l'enfance a voulu nous séparer, envoyer Pierre dans une famille d'accueil, moi dans une autre. Mais je ne pouvais pas les laisser l'emmener. Alors on s'est enfui. On est resté dans différents foyers et je me suis occupé de lui. Sa voix était fière malgré tout. Je peux m'occuper de lui. Je l'ai toujours fait. C'est juste que je ne peux pas réparer ça. » Antoine ressentit de l'admiration pour cette petite fille féroce. Mais alors qu'il la regardait assise là, si petite et seule, quelque chose le taraudait. Il sortit son téléphone et tapa rapidement un message à son chef de la sécurité. « Fais une vérification des antécédents de Christophe Martin, ingénieur mort dans un accident il y a 6 mois. Région parisienne. J'ai besoin d'un rapport complet dès que possible. » La réponse revint en quelques minutes. « Compris, patron. La recherche initiale montre qu'il travaillait pour Dubois Tech, votre division de fabrication. Enverrai le rapport complet dans l'heure. » Le sang d'Antoine se glaça. Le père de cette fille travaillait pour son entreprise, l'entreprise même dont Antoine était le PDG. Il regarda Léa avec un nouveau regard. Quelles étaient les chances? Son téléphone vibra de nouveau. Un autre message de la sécurité. « Patron, vous devez voir ça. Le rapport d'accident présente quelques irrégularités. La police l'a signalé comme suspect. L'enquête a été abandonnée faute de preuves. Ce n'était pas juste un accident. » Les mains d'Antoine se mirent à trembler. Sur quoi était-il tombé? Antoine était assis dans son bureau d'angle, au 47e étage de la Tour du Bois, fixant le dossier sur son bureau. La chemise en carton semblait peser 1 tonne. À l'intérieur se trouvaient les détails de la vie et de la mort de Christophe Martin. Christophe Martin, 35 ans, ingénieur mécanique senior à la division de fabrication de Dubois Tech, marié à Marion Martin, 33 ans. 2 enfants, Léa, 7 ans et Pierre, 3 ans. Mort le 14 février, jour de la Saint-Valentin, dans ce que la police a d'abord suspecté être un homicide involontaire par véhicule, mais l'enquête s'est arrêtée lorsque le chauffeur du camion a prétendu une défaillance des freins. Le camion appartenait à une société Écran qui a été dissoute quelques jours après l'accident. La mâchoire d'Antoine se serra. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un avait ciblé Christophe Martin. Mais pourquoi? Son téléphone sonna. C'était le docteur Sophie Fournier, l'oncologue pédiatrique qu'il avait personnellement choisi pour le cas de Pierre. « Monsieur Dubois, je voulais vous tenir au courant de l'état de Pierre, » dit-elle. « Nous avons commencé la chimiothérapie, mais je vais être honnête. Il est gravement dénutri. Son système immunitaire est compromis. Léa a fait de son mieux. Mais ses enfants ont vécu de presque rien. Nous luttons simultanément contre le cancer et les effets de la négligence. Va-t-il s'en sortir ?» demanda Antoine, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Avec un traitement et une nutrition appropriée, je le crois, oui. Mais monsieur Dubois, il y a autre chose. » Léa refuse de quitter son chevet. Elle dort sur une chaise à côté de son lit. Elle ne mange que si nous apportons de la nourriture dans la chambre. Elle est terrifiée à l'idée que nous l'emmenions si elle ne surveille pas. Antoine ferma les yeux. Cette petite fille avait été la seule protectrice de Pierre pendant 6 mois. Bien sûr qu'elle ne pouvait pas lâcher prise. « J'arrive dans 20 minutes, dit-il en attrapant sa veste. Quand Antoine arriva à l'hôpital, il trouva Léa exactement là où le docteur Fournier l'avait décrite,
recroquevillé sur une chaise à côté du lit de Pierre, sa main enroulée autour des petits doigts de son frère. Pierre dormait. Une perfusion dans le bras, sa respiration régulière mais superficielle. Léa leva les yeux quand Antoine entra. Ses yeux étaient rouges et gonflés. « Il va s'en sortir », dit doucement Antoine en tirant une autre chaise. « Les médecins sont les meilleurs du pays. »« C'est ce qu'ils ont dit pour maman et papa après l'accident », murmura Léa. « Ils ont dit qu'ils iraient bien. Mais ils sont morts avant que je puisse leur dire au revoir. » Antoine sentit son cœur se briser un peu plus. « Léa, j'ai besoin de te demander quelque chose. Ton père parlait de son travail, de problèmes à son travail. » Léa fronça les sourcils. Il était stressé ces dernières semaines. Il rentrait tard à la maison, parlant à maman à voix basse. Une nuit, je l'ai entendu dire quelque chose comme « c'est trop dangereux » et ils n'écouteront pas. Maman lui a dit de démissionner, mais papa a dit qu'il ne pouvait pas. Pas avant d'avoir des preuves. Des preuves de quoi? Je ne sais pas. Mais la nuit avant l'accident, papa m'a donné quelque chose. Il m'a fait promettre de le cacher et de ne jamais le dire à personne, à moins que quelque chose ne leur arrive à lui et à maman. La voix de Léa tomba à un murmure. Quelque chose de grave est arrivé. Antoine se pencha en avant. Qu'est-ce qu'il t'a donné, Léa? Une clé USB. Il a dit qu'il y avait des informations importantes dessus. Je l'ai cachée dans mon sac à dos. Je l'ai gardée en sécurité tout ce temps. Même au foyer, personne ne sait que je l'ai. Le pouls d'Antoine s'accéléra. Léa, cette clé USB pourrait être très importante. Elle pourrait m'aider à comprendre ce qui est arrivé à tes parents. Je peux la voir? Léa hésita, étudiant son visage. Puis, lentement, elle tendit la main sous le lit de Pierre où se trouvait son sac à dos usé. Elle ouvrit une poche cachée dans la doublure et en sortit une petite clé USB noire. « Papa a dit de ne la donner qu'à quelqu'un, en qui j'ai confiance, » dit-elle en la plaçant dans la paume d'Antoine. « Je vous fais confiance, monsieur Dubois. Vous avez sauvé Pierre. Vous êtes une bonne personne. » Antoine referma ses doigts sur la clé USB, sentant son poids. Quoi qu'il y ait sur cet appareil, cela avait probablement fait tuer Christophe Martin, et maintenant Antoine le tenait. « Merci Léa. Je te promets que je vais vous garder. Toi et Pierre en sécurité. Si vous trouvez cette histoire émouvante, partagez-la avec quelqu'un qui croit aussi qu'on peut faire une différence dans la vie des gens. » Alors qu'il quittait l'hôpital, Antoine ne pouvait se défaire du sentiment que quelqu'un l'observait. Il jeta un coup d'œil autour du parking, mais ne vit rien d'inhabituel. Pourtant, les poils de sa nuque se hérissèrent. Il n'avait aucune idée que 3 étages plus haut, un homme en manteau sombre le prenait en photo à travers la fenêtre de l'hôpital, parlant à voix basse dans son téléphone. Il a la clé USB. La fille Martin la lui a donnée. Que voulez-vous que je fasse? La voix à l'autre bout du fil était froide. Rien pour l'instant. Voyons ce qu'Antoine Dubois en fait. S'il est intelligent, il laissera tomber. Sinon, eh bien, les accidents, ça arrive. Antoine ne rentra pas chez lui cette nuit-là. Au lieu de cela, il se rendit à son bureau privé à la Tour du Bois, celui sans fenêtre et avec une porte qui nécessitait 3 niveaux d'autorisation de sécurité. Il inséra la clé USB de Christophe Martin dans un ordinateur isolé, non connecté à aucun réseau. Ce qu'il trouva lui glaça le sang. Christophe Martin travaillait sur le projet Titan, un contrat militaire classifié que Dubois Tech avait remporté 2 ans plus tôt. Le projet consistait à fabriquer des composants spécialisés pour des systèmes de défense. Mais selon les fichiers de Christophe, quelque chose n'allait pas, terriblement pas. Les documents montraient des défaillances systématiques du contrôle qualité, l'utilisation de matériaux de qualité inférieure, des rapports de sécurité falsifiés, des composants qui tomberaient en panne de manière catastrophique sur le terrain, tuant potentiellement les soldats qui en dépendaient. Mais la preuve la plus accablante était une série d'emails. Christophe avait signalé ces problèmes à son superviseur, Frédéric Lefebvre. On lui avait dit de se taire, que les irrégularités étaient des mesures temporaires de réduction des coûts approuvées par la direction. Lorsque Christophe avait menacé d'aller voir les autorités fédérales, Lefebvre avait répondu par un message glaçant. « Certaines choses sont plus grandes que la conscience d'un seul homme. Pense à ta famille, Christophe. » Antoine se renversa dans son fauteuil, son esprit tournant à toute vitesse. Frédéric Lefebvre était l'un de ses vice-présidents, un homme qu'Antoine avait personnellement promu 3 ans plus tôt, un homme en qui il avait eu confiance pour diriger la division de fabrication. Lefebvre avait ordonné la mort de Christophe Martin. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. « Arrête de chercher. Laisse tomber tant que tu le peux encore. Les enfants sont des dommages collatéraux que tu ne peux pas te permettre. » Les mains d'Antoine tremblaient, non de peur,
mais de rage. Quelqu'un menaçait Léa et Pierre, des enfants qui avaient déjà tout perdu. Il appela immédiatement son chef de la sécurité. « Roberto, j'ai besoin d'une équipe de protection complète. Surveillance 24/7. Dans le service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 2 enfants, Léa et Pierre Martin. Personne ne s'approche d'eux sans mon autorisation personnelle. Monsieur, que se passe-t-il? Quelqu'un a tué leur père et maintenant il menace de finir le travail. Je veux que ces enfants soient protégés, comme s'ils étaient ma propre famille. Compris? J'aurai une équipe sur place dans l'heure. » Antoine raccrocha et regarda les documents à l'écran. S'il exposait cela, il exposerait la corruption au sein de sa propre entreprise. Sa réputation subirait un coup massif. Les investisseurs paniqueraient. Le contrat militaire serait annulé. Les actions de Dubois Tech s'effondreraient. Mais s'il ne l'exposait pas, d'autres soldats pourraient mourir. Léa et Pierre pourraient mourir. Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Léa qui appelait de l'hôpital. « Monsieur Dubois. » Sa voix était petite et effrayée. « Il y a un homme devant la chambre de Pierre. Il dit qu'il est de l'aide sociale à l'enfance. Mais l'infirmière dit que personne ne les a appelés. J'ai peur. » Antoine attrapait déjà ses clés. « Verrouille la porte, Léa. N'ouvre à personne, sauf au docteur Fournier ou aux gardes de sécurité que j'envoie. J'arrive. » Il se précipita vers l'ascenseur, son cœur battant la chamade. Alors que les portes se fermaient, il aperçut Frédéric Lefebvre sortant de son bureau au bout du couloir, le téléphone collé à l'oreille, regardant Antoine avec des yeux froids et calculateurs. La partie avait commencé. Antoine arriva à l'hôpital pour trouver 2 de ses gardes de sécurité postés devant la chambre de Pierre et Léa en sécurité à l'intérieur avec le docteur Fournier. Le travailleur social avait disparu au moment où la sécurité était arrivée. Preuve supplémentaire que ce n'était pas une erreur administrative. « Léa ?» dit doucement Antoine, s'agenouillant à côté de sa chaise. « J'ai besoin que tu sois courageuse pour moi. Des gens méchants cherchent ce que ton papa t'a donné, mais je vais vous garder, toi et Pierre, en sécurité. Je te le promets. » La lèvre de Léa trembla. « Vont-ils nous faire du mal comme ils ont fait du mal à maman et papa? Pas tant que je serai là, regarde-moi ma chérie. » Antoine attendit que ses yeux effrayés rencontrent les siens. « J'ai perdu ma petite sœur quand j'avais 10 ans. Elle est tombée malade comme Pierre, et nous n'avions pas les moyens de l'aider. Je n'ai pas pu la sauver. Mais je peux sauver Pierre et je peux vous protéger tous les deux. Je le jure sur ma vie. » Quelque chose dans sa voix a dû la convaincre, car Léa jeta ses bras autour de son cou, sanglotant. Antoine serra cette petite fille féroce, qui avait été si forte si longtemps, et la laissa enfin s'effondrer. Le docteur Fournier les laissa discrètement seuls. Dans les jours qui suivirent, Antoine devint une présence constante à l'hôpital. Il apporta à Léa des vêtements propres, de la vraie nourriture, des livres et des jouets. Il s'assit avec Pierre pendant ses traitements, lui lisant des histoires, même si le petit garçon dormait la plupart du temps. Il apprit que Pierre aimait les dinosaures et que Léa rêvait de devenir enseignante comme l'avait été sa mère. « Maman nous lisait des histoires tous les soirs », lui dit Léa un soir pendant que Pierre dormait. Elle faisait toutes les voix amusantes. Papa nous chatouillait et nous poursuivait dans la maison. Nous étions heureux, monsieur Dubois. Nous étions une vraie famille. Vous êtes toujours une famille, dit Antoine. Toi et Pierre, ce lien ne se brise pas. Mais je ne suis qu'une enfant. Comment puis-je m'occuper de lui? Antoine lui prit la main. Tu n'as plus besoin de le faire seul, Léa. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi faire partie de ton équipe. Léa l'étudia un long moment. Pourquoi faites-vous ça? Nous ne sommes personne. Vous êtes riche et important. Vous pourriez être n'importe où à faire n'importe quoi. Antoine pensa à sa sœur, à la culpabilité qu'il portait depuis 22 ans, à l'empire qu'il avait bâti sur les cendres de son impuissance. Parce que quand je te regarde, je me vois à 10 ans, effrayé, en colère, impuissant. Je vois la personne que j'étais avant d'apprendre à me battre. Mais pourquoi? Peut-être que je le fais pour toutes les mauvaises raisons, Léa. Peut-être que j'essaie de sauver ma sœur en sauvant ton frère. Peut-être que c'est égoïste. Ce n'est pas égoïste, dit doucement Léa. C'est de l'amour. L'amour n'est jamais égoïste. La vérité sort de la bouche des enfants. Cette nuit-là, alors que Léa dormait enfin dans le fauteuil inclinable qu'Antoine avait fait apporter pour elle, il sortit dans le couloir pour vérifier son téléphone. 23 appels manqués de Frédéric Lefebvre, 15 emails exigeant une réunion, un SMS de son directeur financier, disant que Lefebvre posait des questions sur les dépenses non autorisées sur la carte de crédit de l'entreprise. Il tournait en rond, devenant nerveux. Bien qu'il soit nerveux, Antoine ouvrit sa messagerie sécurisée
et tapa un message au bureau de la police judiciaire à Paris. « J'ai des preuves de fraude sur un contrat de défense et d'un possible meurtre. J'ai besoin de parler à quelqu'un de la division de la criminalité en col blanc, immédiatement. Cela concerne du matériel militaire et la mort d'un lanceur d'alerte. » Il appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir y réfléchir à 2 fois. En rangeant son téléphone, il remarqua une silhouette au bout du couloir, un agent d'entretien poussant lentement un chariot. Mais l'homme observait Antoine, pas son travail. Leurs regards se croisèrent une brève seconde avant que l'homme ne se détourne et ne disparaisse au coin du couloir. Les instincts d'Antoine criaient au danger. Il manquait de temps. L'agent de la police judiciaire qui se présenta au bureau d'Antoine le lendemain matin n'était pas ce à quoi il s'attendait. L'agent spécial Chloé Bernard, menu, 1,60 m, ne pouvait pas avoir plus de 35 ans et avait ce genre de regard vif et intelligent qui ne manquait rien. « Monsieur Dubois, j'ai lu votre email. Ce sont des allégations sérieuses contre votre propre entreprise. » Antoine fit glisser une copie de la clé USB de Christophe Martin sur son bureau, Amazon Artisanal. « Tout ce dont vous avez besoin est là-dessus. Fraude au contrôle qualité, rapport falsifié. Preuve que Christophe Martin a été assassiné pour avoir menacé d'exposer tout ça. » L'agent Bernard inséra la clé USB dans son ordinateur portable, son expression s'assombrissant à mesure qu'elle lisait. « Vous comprenez ce que vous me donnez? Si cela devient public, les actions de votre entreprise vont chuter. Vous perdrez des milliards en contrats militaires. Votre conseil d'administration demandera votre tête. J'en suis conscient, dit calmement Antoine. Mais des soldats français utilisent du matériel qui pourrait tomber en panne parce que quelqu'un dans mon entreprise a décidé que le profit était plus important que des vies. C'est inacceptable. Qui d'autre est au courant? La fille de Christophe Martin m'a donné la clé USB. Elle a 7 ans. Elle la protège depuis 6 mois. Son petit frère est actuellement dans cet hôpital, luttant contre un cancer. Quelqu'un a essayé de les atteindre hier. Les yeux de l'agent Bernard s'écarquillèrent. Ils ont menacé des enfants? J'ai une équipe de sécurité qui les protège maintenant. Mais agent Bernard, j'ai besoin que vous agissiez vite. Celui qui a ordonné la mort de Christophe Martin sait que j'ai cette information. Ils deviennent désespérés. Donnez-moi 48 heures. J'obtiendrai des mandats pour les communications et les dossiers financiers de Frédéric Lefebvre. Mais, monsieur Dubois, vous devez agir normalement. Allez au travail, assistez aux réunions. Si Lefebvre soupçonne que nous enquêtons, il détruira les preuves. Antoine hocha la tête. Je peux le faire. Mais agir normalement s'avéra plus difficile que prévu. Lors de la réunion du comité exécutif de l'après-midi, Frédéric Lefebvre était assis juste en face d'Antoine, son sourire agréable, mais ses yeux froids. « Antoine, j'ai essayé de vous joindre, » dit doucement Lefebvre. « Il y a quelques irrégularités dans le budget de la division de fabrication que je voulais discuter. » « Des irrégularités ?» Antoine garda sa voix neutre. « Oui, il semble que quelqu'un ait accédé à des dossiers d'employés archivés, les dossiers de Christophe Martin en particulier. Un cas tragique, sa mort. Mais je suis curieux de savoir pourquoi quelqu'un fouillerait dans les dossiers d'un employé décédé 6 mois après les faits. » Le silence se fit dans la pièce. Tout le monde regardait Antoine. « Christophe Martin a travaillé sur le projet Titan, » dit prudemment Antoine. « J'aime passer en revue personnellement tout le personnel associé à des contrats importants, en particulier ceux qui sont décédés de manière inattendue. » Le sourire de Lefebvre ne faiblit jamais. « Bien sûr, même si je dois me demander pourquoi cet intérêt soudain et pourquoi vous passez tant de temps à l'hôpital, à visiter le service de pédiatrie. Très charitable de votre part, à ce qu'on m'a dit. » Alors Lefebvre savait. Il savait qu'Antoine avait Léa et Pierre. Il était au courant des visites à l'hôpital, ce qui signifiait qu'il faisait suivre Antoine. « Je ne vois pas en quoi mes activités caritatives regardent qui que ce soit, Frédéric. »« Oh, pas du tout. Je suis juste inquiet. Vous semblez distrait ces derniers temps. Les décisions émotionnelles peuvent être dangereuses dans notre secteur d'activité. Parfois, les gens s'attachent à des causes perdues et perdent de vue la situation dans son ensemble. La menace était claire. Recule, ou Léa et Pierre deviendront des dommages collatéraux. » Antoine se pencha en avant, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure. « Frédéric, laissez-moi être parfaitement clair. Ces enfants sont sous ma protection. Si quelque chose, et je dis bien n'importe quoi, leur arrive, je vous détruirai personnellement. Je me fiche de l'argent, de la réputation ou de l'entreprise. Je réduirai cette entreprise entière en cendres si un seul cheveu de leur tête est touché. Est-ce que nous nous comprenons ?» Le masque de Lefebvre glissa juste une seconde,
révélant quelque chose de laid en dessous. Parfaitement. La réunion se termina dans un silence inconfortable. Antoine appela immédiatement l'agent Bernard. « Nous devons accélérer le calendrier. Lefebvre sait que je protège les enfants. Il vient de les menacer devant tout le comité exécutif. Je vais agir aussi vite que possible. Mais Antoine, vous devez mettre ces enfants en lieu sûr. Si Lefebvre est aussi dangereux que vous le pensez, j'y travaille. Obtenez-moi juste ces mandats. » Cet après-midi-là, Antoine était assis avec Léa et Pierre dans la chambre d'hôpital. Pierre était réveillé pour la première fois depuis des jours, son teint légèrement meilleur, souriant même au T-Rex en peluche qu'Antoine lui avait apporté. « Monsieur Dubois, » dit doucement Léa, « qu'est-ce qui va nous arriver une fois que Pierre ira mieux? L'aide sociale à l'enfance va-t-elle revenir nous chercher ?» Antoine y avait pensé constamment. « Et s'il y avait un moyen pour vous de rester ensemble? Et si quelqu'un voulait s'occuper de vous deux ?» Les yeux de Léa s'écarquillèrent. « Vous voulez dire comme une famille d'accueil? » « Je veux dire comme une adoption, Léa. Je sais que je ne suis qu'un étranger qui est entré dans vos vies il y a une semaine. Je sais que je ne peux pas remplacer vos parents, mais j'ai les moyens, la protection, et j'en suis venu à tenir énormément à vous deux. Si tu me le permets, j'aimerais devenir votre tuteur légal de manière permanente. » Léa le regarda, des larmes coulant sur son visage. « Vous voulez nous adopter? Pour de vrai? Pour de vrai. Si vous voulez de moi. » Elle se jeta dans ses bras, sanglotant. « Oui, oui, s'il vous plaît. Je ne veux pas perdre Pierre. Je ne veux pas être seul. » Antoine la serra fort, sentant quelque chose de fondamental changer dans sa poitrine. Il avait bâti un empire, amassé des milliards, conquis le monde des affaires, mais rien n'avait jamais semblé aussi important que ce moment. « Tu ne seras plus jamais seul, » murmura-t-il. « Je te le promets. » Dehors, par la fenêtre de l'hôpital, 3 étages plus bas dans une berline noire, un homme baissa son appareil photo et composa le numéro de Frédéric Lefebvre. « Monsieur, ça ne va pas vous plaire. Dubois vient de dire à la gamine qu'il va les adopter. » Il ne recule pas. La réponse de Lefebvre fut immédiate et froide. « Alors on passe au plan B, ce soir. Faites en sorte que ça ressemble à un accident. » À 2h47 du matin, l'alarme incendie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière se déclencha. Antoine se réveilla en sursaut dans le fauteuil à côté du lit de Pierre. Léa était déjà assise, terrifiée. « Que se passe-t-il » cria-t-elle par-dessus le vacarme. La formation en sécurité d'Antoine prit le dessus immédiatement. « Restez avec moi tous les deux. » Il prit Pierre dans ses bras. Le petit garçon était trop faible pour marcher et attrapa la main de Léa, mais quand il essaya la porte, elle ne s'ouvrit pas. Quelqu'un l'avait verrouillée de l'extérieur. Son sang se glaça. Ce n'était pas un exercice, c'était une attaque. De la fumée commença à s'infiltrer sous la porte. De la vraie fumée. Un vrai feu. Antoine sortit son téléphone et appela le 17, puis son équipe de sécurité. « Roberto, nous sommes piégés dans la chambre 447, porte verrouillée de l'extérieur. Il y a un incendie. Arrivez ici maintenant. » Il se tourna vers Léa. « La fenêtre, aide-moi. » Ensemble, ils poussèrent le lit de Pierre contre le mur et Antoine monta dessus, forçant la fenêtre à s'ouvrir. Ils étaient au 4e étage, sans escalier de secours de ce côté. Mais il y avait une corniche d'à peine 20 cm de large qui courait le long de l'extérieur du bâtiment. « Léa, j'ai besoin que tu sois plus courageuse que tu ne l'as jamais été, » dit Antoine, essayant de garder sa voix calme, même si la fumée remplissait la pièce. « Nous allons sortir sur cette corniche et nous déplacer le long du bâtiment jusqu'à la fenêtre suivante. Tu peux le faire ?» Léa regarda la corniche étroite et la chute de 4 étages, puis son frère inconscient, puis de nouveau Antoine. « Je peux tout faire pour Pierre. » Mon Dieu, cette petite était incroyable. Antoine passa le premier, portant Pierre contre sa poitrine d'un bras tout en s'agrippant au bâtiment de l'autre. Léa suivit, plaquée contre le mur, se déplaçant lentement. Le vent froid de Paris les fouettait. Une glissade serait fatale. Ils atteignirent la fenêtre suivante. Antoine la défonça d'un coup de pied, juste au moment où ils entendirent des cris provenant de la chambre de Léa. Son équipe de sécurité était arrivée, mais ils étaient trop tard. Roberto fit irruption par la fenêtre de l'intérieur, son visage pâle. « Patron, vous allez bien? Sortez-nous d'ici maintenant. » Ils se glissèrent à l'intérieur. Antoine posa Pierre par terre, vérifiant sa respiration. Toujours en vie, Dieu merci. Les pompiers arrivèrent quelques minutes plus tard, mais l'incendie était localisé. Seulement la chambre de Léa. Et chose suspecte, le feu avait pris dans le couloir juste devant leur porte, bloquant la seule sortie. La serrure électronique de la porte
avaient été manuellement neutralisés. C'était une tentative de meurtre. L'agent Bernard arriva dans l'heure, le visage sombre. « J'ai eu le mandat. Nous avons perquisitionné la maison de Lefebvre il y a 2 heures. Nous avons trouvé des preuves de virement bancaire vers la société Écran qui possédait le camion qui a tué Christophe Martin. Des communications avec un tueur à gages connu. Antoine, nous l'avons. Il est en garde à vue. » Antoine sentit un soulagement l'envahir, mais il fut de courte durée. De plus, continua Bernard, Lefebvre ne travaillait pas seul. La fraude remonte plus haut. 3 membres du conseil d'administration étaient impliqués, y compris votre directeur financier. Ils détournent des millions des contrats militaires depuis des années. Quand Christophe Martin l'a découvert, ils ont paniqué. Ils pensaient que le tuer ferait disparaître le problème. Mais ensuite, vous vous en êtes mêlé. L'incendie de ce soir, Lefebvre a passé un appel depuis la prison. Nous l'avons tracé jusqu'à un téléphone prépayé enregistré au nom de Guillaume Thierry. Le cœur d'Antoine s'arrêta. Guillaume Thierry était son avocat personnel, un homme qu'il connaissait depuis 15 ans. « Guillaume ?» murmura Antoine. « Guillaume a fait ça? Il est en cours d'arrestation au moment où nous parlons. Antoine, vous devez comprendre que cette conspiration implique des dizaines de personnes. Ils fraudent systématiquement le gouvernement et couvrent leurs traces depuis des années. La mort de Christophe Martin n'était que le début. Il vous aurait tué aussi si vous aviez poussé beaucoup plus loin. » Antoine regarda Léa, qui était blottie contre lui, épuisée et terrifiée. Puis Pierre, toujours inconscient, luttant toujours pour sa vie. Ils avaient failli mourir ce soir, parce qu'il avait essayé de faire ce qui était juste. Agent Bernard, j'ai besoin de protection pour ces enfants. Une vraie protection. Je dépose une demande d'adoption d'urgence demain, mais d'ici là, nous avons déjà organisé une garde préventive fédérale. Ils seront déplacés dans une résidence sécurisée avec des agents 24 heures sur 24. Non, dit soudainement Léa, sa voix féroce malgré son épuisement. Je ne pars pas sans Monsieur Dubois. Il nous a sauvés. Il fait partie de la famille maintenant. L'agent Bernard regarda Antoine qui hocha la tête. Alors, vous irez tous ensemble à la résidence sécurisée. Faites vos valises, Antoine. Vous ne restez pas à Paris tant que ce n'est pas réglé. 2 heures plus tard, Antoine était assis dans une résidence sécurisée de la police judiciaire dans la banlieue de Versailles, avec Léa endormie sur ses genoux, et Pierre, transporté par ambulance avec une équipe médicale complète, se reposant dans un lit d'hôpital installé dans la pièce principale. Son téléphone vibrait d'alertes d'actualité. Les actions de Dubois Tech s'effondraient. Le scandale éclatait. Des arrestations étaient effectuées. Son entreprise implosait, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Il regarda le visage paisible de Léa, la respiration régulière de Pierre, et réalisa quelque chose de profond. Pour la première fois en 22 ans, depuis la nuit où sa sœur était morte, Antoine Dubois avait l'impression d'avoir de nouveau une famille, et il brûlerait le monde entier avant de laisser quiconque la lui enlever. 3 semaines dans la résidence sécurisée de Versailles changèrent tout. Léa apprit à rire à nouveau. Elle se réveillait chaque matin et courait vérifier l'état de Pierre qui devenait plus fort chaque jour. La chimiothérapie fonctionnait, rapportait le docteur Fournier par appel vidéo sécurisé. Ses couleurs revenaient, il mangeait. Il avait même commencé à parler de sa douce voix de 3 ans. « Toine, disait Pierre, incapable de prononcer Antoine correctement, lis livre dinosaure. » Et Antoine lisait encore et encore, faisant des voix idiotes qui faisaient rire Léa et taper Pierre dans ses petites mains. Mais sous la surface de la normalité, Antoine menait la bataille de sa vie. Son équipe juridique travaillait jour et nuit sur les papiers d'adoption, tout en gérant simultanément les retombées du scandale de Dubois Tech. 17 personnes avaient été arrêtées, dont 3 membres du conseil d'administration, son directeur financier et Frédéric Lefebvre. L'armée avait suspendu tous les contrats en attendant l'enquête. Les actions de Dubois Tech avaient perdu 60% de leur valeur en 3 semaines. « Vous pourriez tout perdre », l'avertit son avocat lors d'une visioconférence. « Les actionnaires demandent votre démission. Ils disent que vous étiez au courant de la fraude. Laissez-les demander, » dit calmement Antoine, en regardant Léa aider Pierre à colorier une image d'un T-Rex. « Je ne vais nulle part. L'audience d'adoption était prévue dans 2 semaines, mais il y avait un problème, un énorme problème. Hélène Allard, directrice de l'aide sociale à l'enfance de Paris, était assise en face d'Antoine dans la salle de conférence de la police, son expression sévère. « Monsieur Dubois, bien que j'apprécie votre enthousiasme pour aider ces enfants, vous devez comprendre mes préoccupations. Vous êtes un homme célibataire de 32 ans, sans expérience parentale. Vous avez rencontré ces enfants
Il y a exactement 23 jours. Votre entreprise est impliquée dans un scandale criminel. Vous êtes actuellement sous protection fédérale en raison de menaces de mort. Je suis aussi la seule personne qui les a maintenus en vie, dit doucement Antoine. Léa et Pierre n'ont pas d'autre famille, pas de grands-parents, pas d'oncles ni de tantes. Sans moi, ils seront séparés dans différentes familles d'accueil. C'est la procédure standard lorsque nous ne pouvons pas placer des frères et sœurs ensemble immédiatement. Il faudra me passer sur le corps. La voix d'Antoine était calme. Madame Allard, je comprends vos préoccupations, mais j'ai des ressources illimitées pour subvenir aux besoins de ces enfants. J'ai un casier judiciaire vierge. J'ai des références de chefs d'entreprise, de philanthropes et de politiciens. Et plus important encore, j'ai quelque chose dont ces enfants ont désespérément besoin. Je les aime sincèrement. Hélène l'étudia un long moment. Pourquoi, monsieur Dubois? Quelle est votre véritable motivation? Antoine prit une profonde inspiration et lui raconta quelque chose qu'il n'avait jamais dit à personne en dehors de sa famille immédiate. Quand j'avais 10 ans, ma sœur Anne a été diagnostiquée avec une leucémie. Mes parents étaient des ouvriers. Mon père était mécanicien, ma mère serveuse. Nous n'avions pas d'assurance, nous ne pouvions pas payer le traitement. J'ai regardé ma sœur de 8 ans mourir lentement pendant 6 mois parce que nous étions pauvres. Je lui ai tenu la main quand elle a rendu son dernier souffle et je me suis promis que je ne serais plus jamais impuissant. Sa voix se brisa. J'ai bâti Dubois Tech à partir de rien. Je suis devenu milliardaire à 28 ans. J'ai fait tout ce que j'avais juré de faire. Mais ça n'a pas ramené Anne. Rien ne le pouvait. Et puis j'ai rencontré Pierre, du même âge qu'Anne, luttant contre la même maladie. Et Léa, juste 2 ans plus jeune que moi quand j'ai perdu ma sœur. C'était moi, Madame Allard, mon passé. Là, à l'hôpital, me donnant une chance de réécrire la fin. S'il vous plaît, ne me les enlevez pas. Ils sont ma seconde chance. Je ne peux pas sauver Anne, mais je peux sauver Pierre. Et je peux m'assurer que Léa n'ait jamais à ressentir l'impuissance que j'ai ressentie. Hélène resta silencieuse un long moment. Finalement, elle parla. Je recommanderais l'approbation au juge. Mais, monsieur Dubois, si jamais, et je dis bien jamais, vous mettez ces enfants en danger, je veillerai personnellement à ce que vous ne les revoyiez plus. Est-ce que nous nous comprenons? Parfaitement. Cette nuit-là, Antoine annonça la nouvelle à Léa. Elle éclata en larmes, des larmes de joie cette fois, et le serra si fort qu'il pouvait à peine respirer. « Ça veut dire que tu vas être notre vrai papa », murmura-t-elle. Antoine sentit ses propres yeux se remplir. « Et Sachabastande, si vous voulez de moi, je sais que je ne peux pas remplacer votre père. »« Tu ne le remplaces pas, » dit fermement Léa. « Tu es différent. Papa sera toujours mon papa, mais toi, tu es celui qui nous a sauvés, qui s'est battu pour nous, qui nous a choisis. Ça fait de toi de la famille aussi. »« Famille ?» Antoine répéta le mot qui lui semblait étrange. « Mais merveilleux. »« Oui, c'est exactement ce que nous sommes. » Pierre arriva en titubant, tenant son livre de dinosaures. « Toine lit. » Antoine rit à travers ses larmes, prenant le petit garçon sur ses genoux. « Toujours, mon grand, toujours. » Mais pendant qu'il lisait, Antoine ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait toujours pas. La police avait arrêté les conspirateurs, mais l'agent Bernard avait mentionné quelque chose qui le dérangeait. La fraude remonte plus haut. Ils avaient arrêté Lefebvre et les membres du conseil. Mais s'il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'ils avaient manqué, son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. « Tu crois que c'est fini? Ce n'est pas fini. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas. Nous le voulons en retour. » Le sang d'Antoine se glaça. Il ne parlait pas de la clé USB, il parlait de Léa et Pierre. Antoine engagea une sécurité supplémentaire, d'anciens membres des forces spéciales de la Marine nationale, qui travaillaient maintenant dans la protection privée. La résidence sécurisée devint une forteresse, mais il ne pouvait se défaire de la paranoïa. Chaque voiture qui passait semblait suspecte. Le regard de chaque étranger semblait être une menace. Léa le remarqua. « Tu es inquiet », dit-elle un après-midi pendant que Pierre faisait la sieste. Antoine essaya de sourire. « Je suis juste prudent. Y a-t-il encore quelqu'un qui essaie de nous faire du mal ?» Il ne pouvait pas lui mentir. Elle avait trop vécu pour des mensonges. « Je ne sais pas, ma chérie, mais je ne prendrai aucun risque. » Léa resta silencieuse un moment. « Monsieur Dubois. »« Je veux dire, Antoine, je peux te demander quelque chose. »« Bien sûr. Tu as dit que tu avais une sœur qui est morte. Comment était-elle » Antoine sentit sa gorge se nouer. Il parlait rarement d'Anne. Elle était tout ce qu'il y a de bon dans le monde.
Gentille, drôle, courageuse. Elle aimait les papillons. Elle les attrapait dans notre jardin et les relâchait, en disant qu'ils étaient trop beaux pour être gardés. Comme Pierre et les dinosaures, dit doucement Léa. Oui, exactement comme ça. Antoine sortit son portefeuille et en retira une photographie usée. Un Antoine de 10 ans avec son bras autour d'une Anne de 8 ans. Tous deux souriant à l'appareil photo. Elle a été prise 2 semaines avant qu'elle ne tombe malade. Léa étudia la photo. Elle a l'air heureuse. Elle l'était jusqu'à la fin. Même quand elle souffrait, elle souriait et me racontait des histoires sur les papillons qu'elle voyait quand elle fermait les yeux. Elle disait qu'il l'emmenait dans un endroit magnifique. Tu penses qu'elle veille sur toi maintenant? Antoine n'avait jamais été religieux, mais quelque chose dans la question de Léa le fit réfléchir. Peut-être. Peut-être que c'est pour ça que j'étais à l'hôpital ce jour-là. Peut-être qu'Anne m'a envoyé pour vous trouver. Léa lui prit la main. Alors je suis contente qu'elle l'ait fait. Parce que je pense que tu avais autant besoin de nous que nous avions besoin de toi. De la bouche des enfants. En effet, cette nuit-là, l'agent Bernard appela avec des nouvelles. Antoine, nous avons examiné les dossiers financiers. Le détournement est pire que ce que nous pensions. Plus de 50 millions d'euros détournés sur 5 ans. Mais voilà le truc. L'argent n'est pas allé à Lefebvre ou aux membres du conseil. Ils ont pris de petits pots de vin, mais la majorité est allée sur des comptes offshore que nous ne pouvons pas tracer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire qu'il y a un acteur plus important que nous n'avons pas identifié. Quelqu'un qui a orchestré toute cette opération. Lefebvre n'était qu'un cadre intermédiaire. Le véritable cerveau est toujours en liberté. Antoine se sentit nauséeux. Avez-vous des pistes? Une. Lefebvre a passé un appel de prison avant que nous puissions l'arrêter. Nous l'avons tracé jusqu'à un numéro aux îles Caïmans. Le compte est enregistré au nom d'une société appelée Titan Holdings. Titan comme le projet Titan. Ce n'était pas une coïncidence. Agent Bernard, j'ai besoin que vous enquêtiez sur la structure de l'entreprise Titan Holdings. Découvrez qui la possède. Je suis déjà dessus. Mais Antoine, ce genre de sociétés écrans sont conçues pour cacher la propriété. Ça pourrait prendre des semaines à démêler. Nous n'avons peut-être pas des semaines. Après avoir raccroché, Antoine alla voir les enfants. Léa lisait une histoire à Pierre, qui était blotti dans son lit avec son dinosaure. Il était une fois, lisait Léa de sa meilleure voix de conteuse, un petit dinosaure courageux qui avait perdu sa famille. Il était effrayé et seul, mais il a rencontré un gentil géant qui a promis de le protéger pour toujours. Et ils sont devenus une famille et ont vécu heureux pour toujours. Les yeux de Pierre se fermèrent déjà, un petit sourire sur son visage. La poitrine d'Antoine se serra d'émotion. Ses enfants avaient vécu l'enfer, mais il croyait encore aux fins heureuses. Il allait s'assurer qu'ils en aient une. Plus tard, cette nuit-là, incapable de dormir, Antoine était assis dans la cuisine, passant en revue les dossiers de Christophe Martin pour la 100e fois. Il devait y avoir quelque chose qu'il avait manqué, un indice sur qui était vraiment derrière tout ça. Puis il vit une note, de l'écriture de Christophe sur l'un des rapports techniques. Vérifier les spécifications de tension par rapport aux normes militaires d'origine. RD a approuvé le remplacement sans test approprié. RD. Les mains d'Antoine se mirent à trembler. Non, ça ne pouvait pas être. Il sortit la liste des dirigeants de Dubois Tech d'il y a 5 ans. Là, listé comme directeur des opérations, Robert Dubois, son oncle, le frère de son père, qui avait aidé Antoine à construire Dubois Tech d'une start-up à un empire de plusieurs milliards. L'homme qui avait été comme un second père pour lui, après que ses parents soient morts dans l'incendie de leur maison, il y a 8 ans. L'incendie qui avait été jugé accidentel, mais qui avait toujours semblé suspect. L'esprit d'Antoine tourbillonnait. Son oncle Robert avait pris sa retraite il y a 2 ans, déménageant aux îles Caïmans. Il avait dit vouloir profiter de ces années dorées. Antoine avait même plaisanté sur le fait de lui rendre visite. Mais si Robert n'avait pas pris sa retraite, s'il avait tout orchestré depuis l'ombre, la fraude, les dissimulations, le meurtre de Christophe Martin, même la tentative sur la vie d'Antoine, et si son propre oncle avait tué ses parents pour prendre le contrôle de l'entreprise. Son téléphone vibra. Un autre SMS du numéro inconnu. Demande-toi, Antoine, comment l'incendie de la maison de tes parents a vraiment commencé. Comme c'est pratique que tu aies tout hérité à 24 ans. Comme c'est pratique que ton oncle ait été là pour te guider. Antoine sentit la bile lui monter à la gorge. Tout son empire était construit sur les tombes de ses parents et son oncle avait tout orchestré. À 3 heures du matin, Antoine reçut l'appel que tout parent redoute. « Monsieur Dubois, c'est le docteur Fournier.
La fièvre de Pierre est montée à 41 degrés. Son système immunitaire s'effondre. Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. Antoine fut sur pied en quelques secondes, réveillant doucement Léa. « Ma chérie, Pierre doit aller à l'hôpital. Habille-toi vite. » Le visage de Léa devint blanc. « Va-t-il mourir ?»« Non » dit fermement Antoine, bien que la terreur lui déchire les entrailles. « Il ne va pas mourir. Je ne le laisserai pas faire. » L'ambulance arriva en quelques minutes, organisée par la police judiciaire entièrement sécurisée. Léa tenait la main d'Antoine à l'arrière, tandis que les ambulanciers s'occupèrent de Pierre, qui était inconscient et luttait pour respirer. « Ses poumons se remplissent de liquide », dit un ambulancier. « Pneumonie possible. Son système immunitaire ne peut pas la combattre. » À l'hôpital, un établissement différent, que la police avait sécurisé à l'avance, le docteur Fournier attendait. « Nous devons l'intuber, le mettre sous respirateur. Son corps ne peut pas gérer à la fois l'infection et la chimio. Faites ce qui est nécessaire, dit Antoine. Ils se précipitèrent avec Pierre aux soins intensifs. Léa se mit à pleurer, et Antoine la serra contre lui, ses propres larmes coulant librement. « Je ne peux pas le perdre, » sanglota Léa. « Je ne peux pas perdre Pierre aussi. Il est tout ce qui me reste de maman et papa. Tu m'as moi, murmura Antoine. Et Pierre est un battant, tout comme sa grande sœur. » Les heures passèrent. Léa s'endormit contre l'épaule d'Antoine dans la salle d'attente. L'agent Bernard arriva avec du café et des mises à jour sur l'enquête, mais Antoine l'entendit à peine. Tout ce à quoi il pouvait penser était ce petit garçon luttant pour sa vie de l'autre côté du couloir, de la même manière qu'Anne s'était battue, de la même manière qu'elle avait perdu. À l'aube, le docteur Fournier sortit, épuisé mais souriant légèrement. « Il est stable. Les antibiotiques les font effet, il respire mieux. Mais Antoine, nous devons arrêter la chimiothérapie temporairement. Son corps ne peut pas gérer les deux batailles en même temps. Cela laissera le cancer se propager. C'est un risque, mais mourir de l'infection est une certitude si nous continuons. Nous n'avons pas le choix. » Antoine se sentit engourdi. « Puis-je le voir ?» Aux soins intensifs, Pierre avait l'air si petit dans le lit d'hôpital, des tubes et des fils partout, mais son teint était meilleur. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait régulièrement. Antoine lui prit sa petite main. « Hé, mon grand, tu nous as fait une sacrée peur. Mais tu vas t'en sortir. Tu m'entends? Tu vas gagner ça parce que tu es fort. Tu es un Martin, et les Martins n'abandonnent pas. Et tu es un Dubois maintenant, ajouta Léa qui s'était réveillée et les avait rejoints. On protège la famille, n'est-ce pas, Antoine? C'est vrai, dit Antoine, la voix rauque d'émotion. On protège la famille. Cet après-midi-là, alors que Léa dormait sur une chaise à côté du lit de Pierre, Antoine sortit dans le couloir pour prendre un appel de son équipe juridique. Antoine, nous avons un problème avec l'adoption, dit son avocat. Quelqu'un a déposé une objection à la procédure. Qui? Robert Dubois, votre oncle. Il prétend qu'en tant que seul parent vivant, il devrait avoir la garde des enfants que vous essayez d'adopter. Il dit que vous n'êtes pas mentalement stable pour être un parent, étant donné les circonstances actuelles. Antoine sentit la colère l'envahir. Cet enfoiré. Il a engagé maître Isabelle Moreau. C'est la meilleure avocate en droit de la famille du pays. Ils soutiennent que les enfants devraient être placés chez Robert jusqu'à ce que l'enquête criminelle soit terminée et que votre état mental puisse être correctement évalué. C'est lui qui est derrière les crimes, explosa Antoine. Il essaie d'obtenir les enfants pour qu'ils puissent... Il s'arrêta. Pour qu'ils puissent quoi? Les tuer, les utiliser comme moyen de pression. Non. Robert voulait autre chose, quelque chose qu'Antoine avait qui le menaçait, la clé USB, la preuve. Robert pensait qu'Antoine l'avait donnée aux enfants pour qu'ils la gardent, ou qu'il savait quelque chose qui pourrait l'exposer. Programmer une audience d'urgence, dit froidement Antoine. Je vais l'enterrer. Mais d'abord, il avait besoin de preuves solides et indéniables que son oncle était derrière tout ça, et il savait exactement où les trouver. Antoine prit une décision qui le terrifiait. Il devait retourner à Paris, à la Tour du Bois, à l'ancien bureau de son oncle, qui avait été verrouillé et conservé exactement comme Robert l'avait laissé à sa retraite. « C'est de la folie, dit l'agent Bernard. Si votre oncle est aussi dangereux que vous le pensez, c'est pourquoi je dois le faire. » Il gardait des dossiers. Robert est méticuleux. Il aurait tout documenté, gardé des dossiers d'assurance au cas où quelqu'un essaierait de le trahir. Je sais où il les cacherait. Laissez mon équipe le faire. Ils ne sauront pas quoi chercher. Moi, si. Contre l'avis de tous, Antoine retourna à Paris avec une escorte complète de la police judiciaire.
Léa et Pierre restèrent à Versailles sous bonne garde. Léa le serra férocement dans ses bras avant son départ. « Fais attention, murmura-t-elle. On a besoin que tu reviennes. Je reviendrai. Je le promets. » La tour du bois semblait hantée. La plupart des employés avaient été licenciés pendant l'enquête. Le bâtiment était presque vide. Les pas d'Antoine résonnaient dans le hall de marbre, alors qu'il se dirigeait vers l'étage de la direction. Le bureau de Robert était exactement comme Antoine s'en souvenait. Élégant, sophistiqué, avec des meubles anciens et de l'art coûteux. Son oncle avait toujours apprécié les belles choses. Antoine se dirigea directement vers la bibliothèque, passant ses mains le long des dos des livres jusqu'à ce qu'il le trouve. L'art de la guerre de Sun Tzu, le livre préféré de Robert. Il le citait constamment quand Antoine était plus jeune, lui enseignant la stratégie, la patience, la manipulation. Antoine retira le livre de l'étagère et entendit un déclic. La bibliothèque pivota, révélant un coffre-fort caché. La combinaison était l'anniversaire d'Anne. Les mains d'Antoine tremblaient alors qu'il entrait les chiffres. Bien sûr, Robert utiliserait l'anniversaire d'Anne. Un sentimentalisme tordu. Le coffre-fort s'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des dossiers. Des dizaines de dossiers, des relevés de comptes offshore, des communications avec Frédéric Lefebvre, des plans pour la fraude du projet Titan, des registres de paiement aux tueurs à gages qui avaient tué Christophe Martin et quelque chose qu'Antoine n'attendait pas. Un dossier intitulé « Assurance Famille Dubois ». Il l'ouvrit et son monde explosa. À l'intérieur se trouvaient des photographies de la maison de ses parents la nuit de l'incendie. Mais ce n'étaient pas des photos officielles des pompiers. Celles-ci avaient été prises avant que l'incendie ne commence, montrant un dispositif de minuterie attaché à la conduite de gaz. Il y avait une note manuscrite de l'écriture de Robert. Quelques sacrifices nécessaires pour un plus grand bien. Frère trop tendre n'approuverait jamais les plans d'expansion. Antoine plus malléable peut être façonné en un successeur approprié. La vue d'Antoine se brouilla de larmes et de rage. Son oncle avait assassiné ses parents. Un acte délibéré et calculé pour voler l'entreprise et façonner Antoine en sa marionnette. Mais il y avait plus. Un dossier médical pour Anne, montrant que son traitement pour la leucémie avait été préapprouvé par leur compagnie d'assurance. Ils auraient pu payer. Le traitement était couvert, mais Robert avait intercepté la lettre d'approbation, l'avait cachée, avait laissé Anne mourir, pour enseigner à Antoine une leçon sur l'impuissance pour créer le traumatisme qui le pousserait à bâtir un empire. Les mains d'Antoine tremblaient si fort qu'il pouvait à peine tenir les papiers. Tout. Toute sa vie, la mort de sa sœur, le meurtre de ses parents, l'empire qu'il avait bâti, tout avait été orchestré par son oncle. Il avait été une marionnette toute sa vie. « Bonjour Antoine. » Antoine se retourna. Robert Dubois se tenait à la porte, exactement comme Antoine s'en souvenait, distingué, cheveux argentés, portant un costume coûteux. Il sourit chaleureusement, comme s'il se retrouvait pour le déjeuner. La vérité est sur le point d'éclater. Si vous retenez votre souffle, partagez cette vidéo avec quelqu'un maintenant. Je me demandais quand tu comprendrais, dit calmement Robert. Ça a pris plus de temps que je ne l'espérais, honnêtement. Tu as toujours été brillant pour les affaires, mais lent pour les affaires personnelles. Tu les as tués, murmura Antoine. Tu as tué maman et papa. Tu as laissé Anne mourir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient un de faibles. Ton père voulait garder Dubois-Tech petit, gérable, éthique. Il ne comprenait pas que pour vraiment réussir, il faut être prêt à tout sacrifier, absolument tout. Robert entra dans le bureau. Je t'ai appris cette leçon, Antoine. Et regarde ce que tu es devenu. Le plus jeune milliardaire autodidacte de France. C'est moi qui t'ai fait. Tu m'as détruit. Je t'ai forgé comme l'acier dans le feu. Chaque traumatisme, chaque perte t'a façonné en quelqu'un capable de grandeur. Antoine se sentit nauséeux. Les enfants de Christophe Martin, tu as essayé de les tuer. Dommages collatéraux. Quand Martin a découvert la fraude, il est devenu un problème. Sa mort était nécessaire. Les enfants n'étaient que des détails à régler. L'expression de Robert se durcit. Mais ensuite, tu t'es impliqué, tu t'es attaché. Tu es devenu tendre comme ton père. Alors j'ai essayé de les retirer de l'équation. Ils me rendent humain. Exactement. C'est ça le problème. Robert sortit une arme de sa veste. J'espérais que tu te retirerais, que tu laisserais les enfants aller en famille d'accueil, que tu me laisserais gérer l'enquête discrètement. Mais tu m'as forcé la main. Ces dossiers que tu tiens sont la seule preuve qui me lie à des crimes. Une fois qu'ils seront détruits et que tu seras mort, je prétendrai que tu étais le cerveau depuis le début. Le chagrin et la pression
t'ont poussé au suicide. Très tragique. Et je réconforterai ces pauvres orphelins. Je les adopterai moi-même et j'utiliserai leur gratitude pour reconstruire l'image de l'entreprise. Antoine recula lentement. Tu es fou. Je suis pragmatique. J'ai travaillé trop dur pour laisser un moment de sentimentalisme mal placé tout détruire. Ton problème, Antoine, a toujours été que tu ressens trop. La mort d'Anne aurait dû t'apprendre que les émotions sont une faiblesse, mais au lieu de ça, tu as laissé 2 autres enfants te rendre vulnérable. La porte du bureau s'ouvrit en grand. Des agents de la police judiciaire firent irruption, armes au poing. Lâchez votre arme, Robert Dubois. Vous êtes en état d'arrestation. L'expression de Robert changea à peine. Il regarda Antoine presque tristement. Tu aurais dû être mon héritage, mon chef-d'œuvre. Au lieu de ça, tu n'es qu'une autre déception. Il tourna l'arme contre lui-même. Danse. Antoine se jeta en avant, mais l'agent Bernard le retint. Le coup de feu résonna dans le bâtiment vide. Robert Dubois s'effondra sur le sol, mort avant de le toucher. Antoine tomba à genoux, fixant le corps de son oncle, ne ressentant rien et tout à la fois. Soulagement, horreur, chagrin, rage. L'agent Bernard s'agenouilla à côté de lui. Antoine, nous avons tout. Il a tout avoué. C'est enregistré. Vous êtes en sécurité maintenant. Les enfants sont en sécurité. Mais Antoine ne pouvait pas parler, ne pouvait pas bouger. 22 ans de sa vie avaient été un mensonge. Chaque succès, chaque accomplissement bâti sur les tombes de sa famille. Son téléphone sonna. Le nom de Léa s'afficha à l'écran. Les mains tremblantes, Antoine répondit. « Antoine, ça va? Tu as l'air bizarre. » Il ferma les yeux et soudain la clarté le frappa comme un éclair. Oui, son passé était construit sur des mensonges et de la manipulation. Oui, son oncle avait tordu son traumatisme en motivation. Mais Léa et Pierre, ils étaient réels. Son amour pour eux était réel. Ce choix de les protéger, de devenir leur père, était la première décision vraiment libre qu'il avait prise de toute sa vie d'adulte. « Je vais bien, ma chérie, » dit-il, sa voix se raffermissant. « Je rentre à la maison pour toi et Pierre, pour notre famille. Tu promets? » « Je le promets. Et Léa, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Toi et Pierre, vous n'avez pas seulement sauvé la vie de Pierre, vous avez sauvé la mienne. » 2 semaines plus tard, Antoine se tenait devant le tribunal des affaires familiales, face à la juge qui déciderait de l'avenir de Léa et Pierre. La salle d'audience était bondée de médias, de travailleurs sociaux, d'agents de la police judiciaire et du reste de l'équipe de direction d'Antoine, les rares qui s'étaient avérés innocents des manigances de son oncle. Pierre était assis dans un fauteuil roulant au premier. Ranque encore faible mais en convalescence, Léa lui tenait la main, les 2 enfants portant des vêtements neufs qu'Antoine avait achetés. Ils avaient pas l'air terrifiés. Antoine croisa le regard de Léa et sourit. « Tout va bien se passer », articula-t-il. La juge, une femme sévère nommée Madame la juge Marianne Toussaint, examina les dossiers devant elle. « C'est l'un des cas d'adoption les plus inhabituels que j'ai jamais présidé, Monsieur Dubois. Vous connaissez ces enfants depuis exactement 43 jours. Vous êtes actuellement en train de reconstruire une entreprise impliquée dans le plus grand scandale de fraude à la défense de l'histoire de France. Votre seul parent vivant est récemment décédé par suicide après avoir avoué de multiples meurtres. Vous avez 32 ans sans expérience parentale. » Le cœur d'Antoine se serra. Elle allait dire non. Cependant, la juge Toussaint continua. « J'ai également examiné le témoignage du docteur Sophie Fournier, qui atteste que vous avez été étroitement impliqué dans les soins médicaux de Pierre Martin, assistant à chaque rendez-vous, prenant des décisions éclairées et montrant un dévouement remarquable. J'ai lu les déclarations de l'agent spécial Chloé Bernard de la police judiciaire qui vous crédite d'avoir risqué votre vie pour protéger ses enfants et exposer une conspiration criminelle. J'ai vu les dossiers financiers montrant que vous avez dépensé plus de 2 millions d'euros pour le traitement médical de Pierre sans hésitation. » La juge regarda Léa et Pierre. Plus important encore, j'ai parlé en privé avec Léa Martin. « Léa, voudrais-tu dire au tribunal ce que tu m'as dit ?» Léa se leva, sa voix petite mais déterminée. « Madame la juge, Antoine a sauvé la vie de mon frère. Il a sauvé ma vie aussi. Il s'est battu pour nous quand personne d'autre ne le faisait. Il a promis que nous ne serions jamais séparés. Et il a tenu cette promesse. Ma maman et mon papa sont partis. Mais Antoine me fait me sentir en sécurité à nouveau. Il me fait me sentir aimé. Et Pierre l'appelle papa et lui demande de lui lire des livres de dinosaures tous les soirs. Nous sommes déjà une famille dans nos cœurs. Nous avons juste besoin des papiers pour le dire aussi. » L'expression sévère de la juge Toussaint s'adoucit. « Et Pierre, que penses-tu de Monsieur Dubois ?»
Pierre, assis dans son fauteuil roulant, regarda Antoine et sourit. « Toine est mon papa maintenant. » La salle d'audience explosa en murmures. La juge Toussaint frappa de son marteau pour le silence. « Monsieur Dubois, l'adoption est un engagement permanent, à vie. Ces enfants ont vécu un traumatisme énorme. Ils auront besoin de thérapie, de patience, de constance et d'un amour inconditionnel. Êtes-vous prêt à fournir cela ?»« Madame la juge, » dit Antoine, sa voix claire et forte, « pendant les 22 premières années de ma vie, j'ai été motivé par le chagrin et la colère suite à la mort de ma sœur. J'ai bâti un empire en essayant de combler un vide qui ne pourrait jamais être comblé. Puis j'ai rencontré Léa et Pierre, et pour la première fois depuis que j'ai perdu Anne, j'ai ressenti un but au-delà du profit. J'ai ressenti un amour au-delà de l'ambition. Ils m'ont donné une raison d'être un homme meilleur. Je ne suis pas une personne parfaite. J'apprends au fur et à mesure, mais j'aime ces enfants de tout mon être, et je passerai le reste de ma vie à m'assurer qu'ils soient en sécurité, heureux et aimés. Ce n'est pas seulement un engagement, Madame la juge, c'est une promesse sacrée. » La juge Toussaint resta silencieuse un long moment, puis elle sourit. Un vrai sourire. « Monsieur Dubois, il est clair pour ce tribunal que malgré les circonstances inhabituelles, vous avez démontré un engagement sincère envers le bien-être de ces enfants. Léa et Pierre ont exprimé un désir clair et constant de rester sous votre garde. Et franchement, vu tout ce qu'ils ont traversé, ils méritent la stabilité et l'amour. » Elle leva son marteau. Par conséquent, ce tribunal accorde la requête d'adoption. Antoine Dubois, vous êtes par la présente reconnu comme le père légal et le tuteur de Léa Rose Martin et Pierre David Martin. Félicitations, vous êtes officiellement un père. Le marteau tomba. La salle d'audience explosa en applaudissements. Léa cria de joie et courut vers Antoine, se jetant dans ses bras. Pierre se propulsa aussi vite qu'il le pouvait, et Antoine le rattrapa avec son bras libre, tenant les deux enfants pendant qu'ils pleuraient tous ensemble. « Nous sommes une famille », sanglota Léa sur son épaule. « Une vraie famille. »« Nous sommes une famille », acquiesça Antoine, la voix brisée. « Pour toujours. » Le docteur Fournier s'approcha en souriant. « Félicitations, monsieur Dubois. Ou devrais-je dire papa. »« Antoine, c'est bien, » dit-il en riant à travers ses larmes. « Mais papa, ça marche aussi. » L'agent Bernard arriva ensuite. « Antoine, nous avons fini de traiter toutes les preuves. Les biens de Robert Dubois seront saisis pour dédommager le gouvernement et les victimes de la fraude. Mais vos actifs personnels sont propres. Vous êtes libre de reconstruire Dubois Tech. » Antoine regarda les enfants dans ses bras, puis de nouveau l'agent Bernard. « Je fais quelques changements. Dubois Tech est en restructuration complète. Nouvelle direction, nouvelle surveillance éthique et une nouvelle mission. Construire une technologie qui protège les familles, pas des profits qui les détruisent. Et nous créons la Fondation Anne Dubois, finançant le traitement du cancer pour les enfants dont les familles n'ont pas les moyens. Aucun enfant ne devrait mourir à cause de l'argent, plus jamais. » Léa le regarda, les yeux brillants. « Tu la nommes d'après ta sœur ?»« En l'honneur de mes deux sœurs, » dit Antoine en lui embrassant le front. « Anne m'a appris la perte. Toi et Pierre m'avez appris l'amour. C'est un héritage qui vaut la peine d'être bâti. » Alors qu'ils quittèrent le tribunal, les journalistes criant des questions, les photographes prenant des photos. Antoine serra ses enfants près de lui et réalisa quelque chose de profond. Il avait passé 22 ans à essayer de construire un empire pour combler le vide laissé par la mort de sa sœur. Mais il avait eu tort. Les empires ne pouvaient pas combler les vides. L'argent ne pouvait pas guérir les traumatismes. Le succès ne pouvait pas ressusciter les morts. Seul l'amour le pouvait. Seule la famille. Léa lui serra la main. « Antoine, on peut rentrer à la maison maintenant ?» Maison. Il avait acheté une maison dans la banlieue de Paris, assez grande pour que les enfants puissent découvrir, avec un jardin pour que Pierre puisse jouer quand il serait plus fort. Une maison, pas seulement un penthouse stérile. « Oui, ma chérie, on rentre à la maison. » Mais alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture, Antoine remarqua une silhouette de l'autre côté de la rue, partiellement cachée derrière un pilier, une femme les observant intensément. Lorsque le regard d'Antoine croisa le sien, elle se détourna et disparut dans la foule. Quelque chose chez elle lui semblait familier. Mais avant qu'Antoine ne puisse y penser, Pierre tira sur sa manche. « Papa, tu as promis une glace après le tribunal, papa. » Le mot semblait encore étrange et merveilleux. « C'est vrai, n'est-ce pas ?» Antoine rit, chassant son malaise. « Quel parfum veux-tu, mon grand ?»« Parfum dinosaure. Je ne pense pas que ce soit un vrai parfum. »« Si tu as de l'imagination, » rit Léa. « Il veut dire chocolat avec des dinosaures en gélatine. »
Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire passionnante comme celle-ci. Alors qu'il se dirigeait vers le glacier, Antoine regarda dans son rétroviseur. Cette femme les suivait dans une berline noire. Sa formation en sécurité prit immédiatement le dessus. Il prit un virage serré, puis un autre. La berline suivit. « Léa, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi », dit calmement Antoine, ne voulant pas effrayer les enfants. « Attache bien ta ceinture. Et celle de Pierre aussi. On va jouer à la conduite rapide. » Léa, sage au-delà de son âge, comprit immédiatement. Elle attacha les sangles du siège auto de Pierre, sans poser de questions. Antoine appela son équipe de sécurité. « Je suis suivi. Berline noire, plaque d'immatriculation. » Il la récita. « Puis retrouvez-moi à la résidence sécurisée. » Mais avant que son équipe ne puisse répondre, la berline noire accéléra, se plaçant à côté de la voiture d'Antoine. La vitre passager descendit, et Antoine vit clairement le visage de la femme pour la première fois. Son cœur s'arrêta, ce n'était pas possible. Elle était morte. Elle était morte depuis 22 ans. Mais là, le regardant depuis le siège passager de la berline noire, se trouvait sa sœur Anne. Antoine freina brusquement. La berline noire s'arrêta à côté de lui. Ses mains tremblaient sur le volant, car la femme qui en sortait ressemblait exactement à sa sœur Anne, 22 ans plus âgée, mais c'était indubitablement elle. « Restez dans la voiture », murmura Antoine à Léa, la voix tremblante. « Verrouillez les portes. » Il sortit, ses jambes le soutenant à peine. La femme s'approcha lentement, des larmes coulant sur son visage. « Antoine, dit-elle, sa voix exactement comme il s'en souvenait. Je sais que c'est impossible, mais c'est moi. C'est vraiment moi. Tu es morte, haleta Antoine. Je t'ai vu mourir. Je suis allé à tes funérailles. Tu as vu quelqu'un d'autre mourir, interrompit doucement Anne. Robert a échangé les dossiers médicaux. Il m'a fait sortir de l'hôpital, a dit à tout le monde que j'étais morte et m'a gardée en vie dans un établissement privé au Canada. J'avais 8 ans. Il m'a dit que toi, maman et papa m'aviez abandonné parce que vous ne pouviez pas payer le traitement. Antoine sentit le monde basculer. C'est insensé. Pourquoi ? J'étais son levier, sa police d'assurance. Il m'a élevé isolé, m'a formé pour être son enquêtrice. Il y a 6 mois, il m'a envoyé surveiller Christophe, Martin. Quand j'ai vu Léa et Pierre avec leurs parents, quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis souvenu d'avoir cet amour, de t'avoir toi. En essuyant ses larmes, elle continua. J'ai commencé à creuser. J'ai trouvé des preuves de tout. Les meurtres, la fraude que nos parents ne m'avaient jamais abandonné. Alors je me suis enfui. J'ai essayé de prévenir Christophe Martin, mais c'était trop tard. Depuis, je vous surveille, toi et les enfants, vous protégeant depuis l'ombre. Antoine combla la distance et serra sa sœur dans ses bras. « Mon Dieu, Anne, tu es vivante ?»« Je suis vivante !» sanglota-t-elle contre lui. « Tu m'as tellement manqué chaque jour. Toi aussi, tu m'as manqué. J'ai construit toute ma vie autour du vide que tu as laissé. » La voix de Léa les interrompit. « Antoine, tout va bien ?» Antoine se retourna pour voir Léa debout, à côté de la voiture avec Pierre, qui regardait derrière elle en tenant son dinosaure. Antoine s'agenouilla, prenant les mains de Léa. « Léa, voici ma sœur, Anne, celle que je croyais morte. Elle est vivante depuis tout ce temps. » Les yeux de Léa s'écarquillèrent. La sœur papillon. C'est comme un miracle. Anne s'agenouilla aussi, se mettant au niveau de Léa. « Je suis vraiment vivante. Et Léa, j'ai essayé de prévenir ton père, mais je n'ai pas été assez rapide. Je suis tellement désolé. » Léa fit un pas en avant et serra Anne dans ses bras. « Ce n'est pas grave. Tu as essayé et tu as protégé Antoine pour nous. Et ça fait de toi de la famille. » Pierre s'approcha. « Tu es la sœur d'Antoine comme Léa est la mienne. »« Oui, » sourit Anne à travers ses larmes. « Exactement comme ça. Alors tu es ma tante. » Je n'ai jamais eu de tante avant. Antoine regarda sa sœur rencontrer ses enfants et sentit quelque chose de fondamental changer. « Anne, je veux que tu rentres à la maison. » « Vraiment ? À la maison ?» Léa attrapa la main d'Anne. « S'il te plaît, dis oui. » Anne rit. Un son qu'Antoine n'avait pas entendu depuis l'enfance. « D'accord, oui, je rentre à la maison. » 3 mois plus tard, Antoine était dans son jardin, regardant Pierre chasser les papillons avec tante Anne. Ses cheveux repoussaient. Le docteur Fournier l'avait déclaré en rémission complète. Léa avait installé un stand de limonade pour la fondation Anne Dubois. « Wakamuti Safama. Tu arrives à croire que c'est réel ?» demanda Anne en arrivant à côté de lui avec Pierre sur ses épaules. « Certes, un jour, je suis convaincu que c'est un rêve, » admit Antoine. « Mais ce n'en est pas un. Nous sommes là, nous sommes vivants, nous sommes ensemble. » Cette nuit-là, après que Pierre ait été couché et que Léa soit en train de lire,
Antoine s'assit avec Anne sur la terrasse, observant les lucioles. « Robert m'a appris une leçon, » dit Antoine, « pas celle qu'il voulait. Le succès sans amour ne vaut rien. Le pouvoir sans but est vide. Une famille construite sur le choix et l'amour, c'est le seul empire qui vaille la peine d'être bâti. » Léa apparut à la porte. « Je n'arrive pas à dormir. Je peux parler ?» Antoine ouvrit les bras et elle grimpa sur ses genoux. « Qu'est-ce qui te tracasse, ma chérie? Tu penses que maman et papa seraient d'accord que je t'appelle papa ?» Antoine sentit sa gorge se nouer. « Léa, l'amour ne se divise pas. Il se multiplie. Tes parents seront toujours tes parents. Mais je suis ton père aussi. Ça ne leur enlève rien. 4 parents, une sœur, tante et un frère, compta Léa. Ça fait beaucoup de familles. » « C'est exactement la bonne quantité, » dit Anne. Léa resta silencieuse puis demanda « Papa, est-ce que tu me mettras dehors quand j'aurai 18 ans ?» « Léa Rose Dubois, » dit fermement Antoine. « Tu n'es pas une enfant en placement. Tu es ma fille. C'est ta maison pour toujours. Tu comprends ? Je comprends. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie, plus que je ne l'aurais cru possible. » Plus tard, Antoine regarda une photo de cet après-midi, tous les 4 riant ensemble. 1 an plus tôt, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, et rien qui n'avait d'importance. Aujourd'hui, il avait quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Une famille construite sur le choix, le sacrifice et l'amour inconditionnel. Robert avait essayé de lui apprendre que l'amour était une faiblesse, mais Robert avait eu tort. L'amour n'était pas une faiblesse, c'était la plus grande force de toutes. Le vrai succès ne se mesurait pas en euros ou en pouvoir, mais dans les vies que l'on touchait et les cœurs que l'on guérissait. Antoine Dubois avait sauvé la vie de Léa et Pierre, mais la vérité était qu'ils avaient d'abord sauvé la sienne. Et alors qu'il entendait ses enfants respirer par les fenêtres ouvertes, Antoine comprit enfin ce que signifiait être vraiment riche. Pas en argent, pas en pouvoir, mais en amour. Et cela valait plus que tous les empires du monde. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire aux secondes chances. Commentez ci-dessous ce que vous avez le plus aimé dans cette histoire. À la prochaine.